Bonjour et bienvenue à tous à mon talk sur comment concilier vie pro, vie perso sur des journées de 24 heures. Alors je vous ai fait un plan, on va parler de ma casquette pro et de ma casquette perso. Ensuite on va parler d'équilibre. Et puis enfin on va terminer par des petites astuces, des trucs et astuces que je peux vous donner pour trouver cet équilibre. Sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet, la casquette pro, la casquette perso. Alors, je m'appelle Clara Wiatrowski, j'ai été diplômée en 2012 d'ingénieur en informatique. Et comme vous le voyez sur ces photos, ma vie, c'est pas que faire des lignes de code. J'aime bien la photo, j'aime bien le cirque, j'aime bien faire des numéros. Et ça, on va y revenir dans la présentation. Vous pouvez me trouver sur les différents réseaux sociaux, sur GitHub, LinkedIn. Et ensuite, avant de vous dévoiler ma casquette perso, je voudrais faire un petit sondage. Qui parmi vous a un enfant? Un seul. Ok. Qu'est-ce qu'il y en a deux? Ok, donc avec les un enfant, on commence déjà à être à 50% des personnes. Qui est-ce qui a plus de 2 enfants? Alors là, je vous donne mon total respect. Ok. Donc pour les autres, je vais vous parler beaucoup d'exemples personnels qui sont issus d'une famille où il y a des enfants. Mais ne vous inquiétez pas, les astuces que je vous donnerai à la fin sont aussi applicables dans votre cas. Donc moi, je vous présente ma casquette perso. J'ai un petit loulou de 3 ans, un qui a 6 ans, et j'ai un grand garçon. Ça fait beaucoup de garçons à la maison. Donc comme je vous l'ai dit, j'aime bien aussi faire de la photo. Et puis j'aime passer beaucoup de temps dans un chapiteau, faire des figures, faire des spectacles, aider les enfants à découvrir les arts du cirque. Donc ça, c'est ce que j'appelle mon autre moi. En revanche, si je regarde ma casquette pro, comme je vous ai dit, je suis ingénieur en informatique et mon poste c'est ingénieur conception et développement à la Bibliothèque nationale de France. Bon, autant vous dire que moi je travaille sur des applications en Java, Java Lover, mais par contre, on peut me demander tout et n'importe quoi. On m'a déjà demandé d'installer une plateforme de test. Moi, mon rôle ne se limite pas juste à faire la ligne de code, en fait. Et pour comprendre exactement ce que je fais à la BNF, moi, j'appartiens à l'équipe dépôt légal du web. Alors pour vous, ça doit être bien souple, pardon, ça doit être bien flou. Du coup, on va passer sur la Bibliothèque nationale de France. Donc évidemment, je travaille sur Paris. Vous avez en haut le site parisien dans le 13e arrondissement, qui est le site François Mitterrand, qui est reconnaissable par ses 4 tours. Et en fait, ces tours représentent des livres ouverts. En dessous, vous avez le site de la bibliothèque de Richelieu, qui se trouve dans le 9e arrondissement. C'est un site historique qui a été rénové, qui a rouvert récemment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les deux sites sont ouverts au public. Vous pouvez y aller, il y a des salles de lecture et vous pouvez profiter des ouvrages à disposition. Voilà. On va faire un focus sur les missions de la Bibliothèque nationale. Elles sont au nombre de 4. La première, c'est de collecter. Donc via le dépôt légal, quand un éditeur publie un livre plus d'une centaine de fois, il se doit d'envoyer un exemplaire à la Bibliothèque nationale pour justement l'enregistrer dans le cadre du dépôt légal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le dépôt légal, je vous dis livre, parce qu'on a plusieurs millions, c'est plus simple à référencer un livre dans une bibliothèque, mais on a aussi des jeux vidéo. On a tout un dépôt de jeux vidéo qui correspondent aux premières plateformes, jusqu'aux plateformes plus récentes, la PS5. Voilà. Donc la deuxième mission, c'est de conserver tout ce patrimoine. Pour cela, dans les tours, dans le site du 13e arrondissement, donc François Mitterrand, on a les 2/3 des tours qui sont réservés à des magasins. Donc nous, on est une institution publique. Notre KPI, c'est le kilomètre linéaire de livres. C'est-à-dire qu'on s'amuse à calculer vraiment le kilomètre linéaire qu'on a dans notre patrimoine. Alors aujourd'hui, les chiffres que je vais vous donner, ça date de fin 2022. On est à 480 km linéaires d'œuvres. Alors, j'ai un peu cherché avec Google. 480 km, si on reste en France, ça fait un Clermont-Ferrand-Perpignan. On est à 450. Et si on veut vraiment être proche des 480, en voiture, c'est un Clermont-Ferrand-Turin. Donc c'est pas mal.
Et aussi, ce qu'on entend par conserver, c'est aussi restaurer. Donc là, on a par exemple une collègue qui restaure une image publicitaire. Ensuite, la troisième mission, c'est d'enrichir toutes les données que nous avons autour des œuvres dans le patrimoine. Donc pour cela, on a un site qui s'appelle catalogue.bnf.fr où on décrit chaque œuvre qui rentre dans la collection de la BNF. Et enfin, la dernière mission, c'est de communiquer en fait ce patrimoine à tous. Donc vous pouvez y accéder via les salles de lecture sur les sites parisiens. Mais vous avez aussi Gallica, qui est la bibliothèque numérique en ligne, qui vous présente toutes les œuvres qui ne sont plus sous droit. Donc moi, je vous ai dit, c'est le dépôt légal du web. Donc on va revenir sur le dépôt légal. Ça date de François Ier. En 1537, il a instauré le dépôt légal en France. Et à partir de là, en fait, la BNF a hérité de toutes les collections royales, ce qui fait que grâce à François Ier, on a le patrimoine un des plus riches du monde, ce qui n'est pas rien. Par contre, en 1537, le web, il n'existait pas. Donc en 2006, on a eu la loi d'Avcy qui a créé le dépôt légal du web. Et donc, qu'est-ce que le dépôt légal du web? Donc en fait, là, je vous ai dit que pour un livre, c'est l'éditeur, donc c'est la personne qui publie ce livre, qui se doit de l'envoyer à la BNF. Si vous avez déjà fait des sites web, vous n'avez jamais envoyé le code source de votre site à la BNF. Non, parce que la BNF, elle est dotée de robots, et c'est nous qui envoyons nos robots collecter vos sites. Donc peut-être que vous les voyez passer dans vos access logs, je ne sais pas. Mais du coup, la démarche, elle est inversée par rapport au livre. Et donc le périmètre de ce dépôt légal, c'est tout le web français. Donc c'est tous les noms de domaine qui se terminent en .fr ou en .bzh, en .re, .nc ou .paris, donc les diminutifs régionaux, ou alors les .com ou les .org, du moment que la personne qui est productrice, elle habite en France. Donc ça nous fait pas mal de domaines. Donc bien sûr, si aujourd'hui je me dis, allez, je vais collecter le web français, je vais lancer les robots, on ne peut pas se permettre de collecter tout le web français. On n'est pas exhaustif. C'est-à-dire que au niveau temps et au niveau stockage, on ne pourrait pas se le permettre. Par contre, on va être représentatif. C'est-à-dire que le monde.fr, nos robots, ils le collectent tous les jours. Et tous les jours, on va collecter la page d'accueil et les pages qui sont à un clic de cette page d'accueil. Donc, c'est-à-dire tous les nouveaux articles. Et comme ça, on a une représentativité au fil du temps. Donc maintenant, si on passe à quelques chiffres, et après, je ne vous embête plus avec les robots de collecte. Donc, par an, on arrive à collecter 4 millions de sites, ce qui représente 2 milliards d'URL. Et depuis 2006, donc depuis la loi d'Avcy, on a collecté 48 milliards d'URL, soit 1,8 pétaoctets de données. Ça va bientôt être mis à jour en fin d'année. C'était les chiffres de 2022. Donc vous allez me dire que vous avez peut-être vu dans la presse récemment que la BNF faisait un dépôt légal du web, archiver le web. En fait, avec l'histoire de Skyblog, donc pour mémoire, Skyblog, c'est une plateforme de blogging qui était précurseur des réseaux sociaux, qui a été mis en ligne en 2000 et qui a été sponsorisé par la radio Skyrock. Le 21 août, cette plateforme a fermé et il y avait encore plus de 12,6 millions de blogs actifs. Et donc la BNF a eu pour mission d'archiver tous ces blogs. Donc si le vôtre, de votre jeunesse, était dans ces 12,6 millions, vous pouvez aller à la BNF et vous pouvez retrouver votre blog. Et donc on en est pour un peu, au niveau de données, on est sur 40 Tera de données. Donc si un jour vous vous rendez à la BNF et que vous voulez consulter une archive web, on a une application qui s'appelle Archive de l'Internet, très originale, qui est en Java, et dont le point d'entrée c'est une URL. Ensuite vous sélectionnez la date de la capture sur le calendrier qui vous est proposé, et on rejoue le site comme il était au moment où le robot l'a collecté. Si vous y connaissez un petit peu en archive de l'Internet, ça repose sur la Wayback Machine qui a été mis en open source par Internet Archive. Et là, la Wayback Machine, elle est accessible depuis n'importe où.
Donc voilà, assez parlé de mes casquettes. Maintenant, je vais vous parler d'équilibre. Donc pour préparer ce talk, je me suis forcée à évaluer le temps passé entre la vie perso et la vie pro depuis que je suis rentrée dans le monde du travail. Donc ça donne un joli graphique comme ça. Donc en bleu, vous avez le temps passé avec la casquette pro, et en jaune, le temps passé avec la casquette perso. Donc vous voyez qu'au fil du temps, ça fluctue. Je vous ai matérialisé aussi une zone de flou, parce que c'était assez compliqué de mettre un chiffre en fait sur le temps passé au pro-perso à ce moment-là. Et on va revenir sur chacune des étapes, et on va voir ce qui a marqué cette étape, et qu'est-ce qui faisait que je montais, par exemple, à travailler à 75% de mon temps, plutôt que de profiter de ma vie perso. Donc sans plus attendre, la première partie, celle où ça tend vers 75% de mon temps. En fait, comme je vous l'ai dit, j'ai été diplômée en 2012, donc en 2012, j'arrive dans le monde du travail. Je trouve ça super cool. J'ai envie de me donner à fond dans mon travail. Et en fait, ça correspond, quand vous changez de poste ou quand vous avez des nouvelles missions, vous êtes super motivé. Vous voulez faire que ça tout le temps. Et du coup, pourquoi vous avez envie de ça? Vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, vous avez envie de faire vos preuves, vous avez aussi envie de comprendre et de ne pas être dépendant des autres, à toujours poser des questions. Et les autres peuvent croire aussi que si vous posez trop de questions, vous ne comprenez pas ou que vous n'êtes pas à votre place en fait. Donc c'est pour ça que je travaillais beaucoup par rapport à ma vie perso au début de ce graphique. Donc ensuite, on a une chute brutale qui arrive à 0 pour reprendre après tout doucement. Alors je ne vais pas vous le cacher, mesdames, vous devez savoir, quand on arrive à 0 pour une femme, c'est que derrière il y a un congé maternité et que donc on a fait +1 à la maison. Et donc quand on fait +1, la casquette professionnelle, elle est toujours là, elle est toujours existante. Par contre, la casquette perso, elle est redéfinie. On a des nouvelles responsabilités, on les a voulues, mais on a quand même des nouvelles responsabilités qui nous tombent dessus. Donc on devient père ou mère. Et du coup, on a un emploi du temps personnel qui est moins souple si on veut respecter notre temps de travail. C'est-à-dire que moi, comme j'habite en région parisienne, je prends les transports en commun pour me rendre à mon travail. S'il y a un problème dans les transports, que j'ai 1 heure de retard à mon travail, sans enfant, je dis c'est pas grave, ce soir je finis 1 heure plus tard et j'ai fait ma journée. Si j'ai un enfant, c'est plus le cas, c'est plus possible parce qu'on est dépendant d'autres personnes. L'enfant il est chez la nourrice, il est à la crèche et il y a des gens qui nous attendent à telle heure, qu'il y ait des problèmes ou pas dans les transports. Donc ça en fait ça fait que le planning est moins flexible, on est plus contraint. Et donc, il faut apprendre à revivre avec. Ensuite, je vous ai matérialisé une zone de flou. Donc, si vous regardez la date, c'est les confinements liés au Covid-19. Alors, vous allez me dire, parmi votre entourage, il y en a pour qui c'était les vacances, ce confinement. Ils se sont découverts des nouvelles passions, ils ont appris à faire du pain, à faire des brioches. Bon, c'était super. Par contre, nous, travaillant dans l'IT, on était prêts à ces confinements. On savait travailler depuis la maison. Et donc, c'était pas les vacances, les confinements. Et c'est là, en fait, où on a eu une fusion, pour certains, de la casquette professionnelle et de la casquette personnelle. Donc, moi, comme j'avais déjà un enfant qui n'allait plus à la nounou, donc on devait le garder à la maison, en fait, on a eu des réunions Zoom avec le petit sur la jambe, le petit qui dessine partout, le petit qui dessine sur les notes. Enfin, voilà, c'était dérisoire, mais c'était comme ça. Par contre, moi, j'ai eu des collègues, je sais qu'ils n'avaient pas d'enfants à la maison, et du coup, ils se sont rattachés à ce qu'ils pouvaient, et c'était leur travail. Et ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, presque jour et nuit. Donc en fait, là, on voit bien que soit on avait la casquette pro qui était tirée à l'extrême, soit elle n'était pas tirée à l'extrême, mais on était mi-pro, mi-perso, parce qu'on jonglait avec les enfants
et le travail. Mais moi, ce que je tiens à préciser aussi dans mon cas, c'est que le fait d'avoir des enfants à la maison, ça me permettait que quand je fermais mon ordinateur, bah, ça me rattachait à autre chose. Je m'occupais vraiment d'eux et le travail, il disparaissait en fait de mes pensées. Donc voilà, après on passe à la dernière étape du graphique où c'est un peu caché, mais en fait j'ai eu un deuxième enfant pendant le dernier confinement. Donc en fait à la maison on a encore fait plus sain. Donc quand on fait encore plus sain, on a nos acquis, mais comme on est un de plus, bah, tout est redéfini. La casquette perso, on se dit que on peut faire, on peut garder un, mais il y en a encore un autre à garder. Enfin, faut rejongler avec tout ça. Tout est redéfini. De même, il y a plus de gens qui dépendent de nous parce que y a l'école, il peut y avoir encore une nounou, la crèche. Tout ça fait qu'on a plus de contraintes encore par rapport à avant. Et c'est très important de trouver son équilibre. Donc voilà, je vous ai un peu présenté comment j'ai essayé de lisser ma vie entre la répartition pro et perso. Vous pouvez voir qu'aujourd'hui, c'est plutôt, ça tend vers 50-50. Bon, on va voir un petit plus en détail sur une semaine. Donc, je vous ai dit, ça tend vers 50-50. Je travaille du lundi au vendredi, je ne travaille pas le week-end. Donc ça devrait ressembler à ça, mes semaines. Mais en fait, la réalité, elle est tout autre. On est plus sur quelque chose en créneau qui permettent d'arriver à une semaine lissée à 50%. Donc je vous explique, moi je suis en télétravail le lundi et le vendredi. Donc le télétravail, il n'y a pas les temps de transport, donc ça me permet de faire des plus longues journées de travail. Quand je suis sur site le mardi et le jeudi, bah justement il y a ces temps de transport qui se rajoutent, donc je fais des journées un peu plus courtes. Le mercredi c'est quelque chose de plus simple pour moi parce qu'il n'y a pas école, donc le centre aéré pour mes enfants c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus souple sur les horaires, donc moi ça me permet de faire une grande journée de travail. Donc ça c'est bien, il y a vie pro, vie perso. Par contre, je vous ai dit, moi j'aimais bien faire du cirque. Alors on rajoute les passions. Et là, les passions, ça fait 2 soirées par semaine qui sont dédiées. Et ça fait une demi-journée le samedi où je le dédie aussi à ma passion. Ça fait qu'en fait, on se rend compte que c'est ma vie perso qui prend vraiment, qui est tampon des événements. Parce que si j'ai décidé, moi, de ne pas passer sur mes passions, c'est parce que je considère que je peux laisser du mou ailleurs. Bon, après, le boulot, on est obligé de travailler, donc ça, on ne peut pas le changer. Donc c'est vraiment ma vie perso qui, après, fait le tampon. Donc voilà, je vous ai présenté des cas où ça a marqué ma vie. Et maintenant, à partir de ces cas, je vais vous donner des petits conseils, des tips pour vous trouver votre équilibre. Donc, on est dans le domaine informatique. Tous les jours, on utilise beaucoup d'outils. On les maîtrise, ces outils. Donc, la première chose que vous pouvez être amené à faire, c'est utiliser vos outils favoris de votre monde professionnel dans votre vie personnelle. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé de faire ça, mais moi, j'ai testé et ça apporte des bons résultats. La chose la plus simple, c'est de faire un agenda partagé. Quand on a 2 enfants, on a une multitude de rendez-vous chez le médecin, on a des activités extrascolaires, et en fait, les noter dans votre agenda partagé, ça veut dire que la personne qui est responsable de l'enfant tel jour a tout de suite l'information de à quelle heure, où et pour qui on doit avoir ce rendez-vous. De même, quand votre conjoint ou votre conjointe il décide de faire un after work avec ses collègues et de faire un dîner, et donc qui rentrera très tard à la maison et que vous êtes seul pour gérer la soirée, c'est bien aussi de le planifier, comme ça la personne elle peut s'organiser en fait. Donc ça c'est vraiment pas mal. À la maison on est très Android, donc on utilise Google Calendar, mais toute appli de calendrier fonctionne aussi. La deuxième chose qui est super importante, où on a moins de charge mentale, c'est la liste de courses synchronisée. Vous partagez une liste de courses avec votre conjoint. Cette liste, déjà, vous pouvez l'alimenter n'importe quand. Donc ça peut très bien être dans les transports, ça peut être une fois que vous avez fait une recette, il vous manque telle chose, telle chose, telle chose. Et en fait, la personne qui s'occupe de faire les courses la semaine, elle va dans le magasin,
et elle a tout de suite accès à la liste et elle gagne un temps énorme. Elle ne se promène plus dans le magasin à savoir est-ce que je dois prendre ça ou pas, mais elle est vraiment optimisée, on va dire. Les courses sont optimisées comme ça. Donc pareil, on utilise Keep, mais il y a plein d'applications qui peuvent faire une partage de notes. Et ensuite, on a mené des expérimentations. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Trello. Donc, c'est un outil de gestion de projet. C'est plus utilisé dans le cadre de la méthode Kanban, parce qu'on va déplacer des post-it. Mais c'est très bien, en fait. Donc, Trello, moi, je l'ai utilisé pour créer un numéro de cirque. C'est-à-dire que, bah, voilà, j'avais 3 mois pour créer un numéro de cirque. Au lieu de partir tête baissée dans cette création, j'ai découpé en petites tâches ce projet personnel. Donc ça peut être choix du thème, choix de la musique, préparation du costume, enchaînement, entraînement des figures, etc. Et à la fin, quand tous mes post-it sont passés à l'état done, bah, j'avais mon numéro. Ça peut aussi s'appliquer dans le cadre de si vous voulez vous préparer à un marathon. Ça marche très bien aussi. Le deuxième outil s'appelle Notion. Donc c'est un outil de gestion de projet, gestion de documentation, où là aussi on est sur de la partage de documents. Et donc on l'a utilisé dans mon couple pour planifier notre prochain voyage. C'est-à-dire que chacun de notre côté, on a alimenté ce document avec les points of interest qu'on voulait voir, les visites qu'on voulait faire, les lieux qu'on voulait faire. Et puis après, on l'a aussi planifié à deux. Et ça a permis de vraiment planifier de A à Z nos prochaines vacances. Donc ça, c'est très intéressant. Si vous avez un outil professionnel qui pourrait vous aider dans votre vie personnelle, n'hésitez pas à ramener l'outil chez vous, en fait, et à l'utiliser en dehors de son cadre professionnel. Par contre, je vais vous dire un truc, si ça ne va pas à la maison, c'est pas la peine d'ouvrir un ticket Jira. Le mieux, c'est quand même de se mettre autour de la table et de discuter. Ensuite, je voudrais vous parler de l'effet douche. Donc ça, j'ai découvert que c'était vraiment scientifiquement prouvé. Alors que moi, je l'avais pressenti, mais ça a été plus loin. Donc, qu'est-ce que l'effet douche? J'aimerais vous poser une question. Est-ce que, une fois, ça vous est déjà arrivé sous votre douche, quand vous vous lavez ou vous rincez, à résoudre un bug? Vous avez résolu d'un coup d'un seul à résoudre un bug? Ok. Ok, je ne suis pas toute seule avec ma douche. Ok, super. Donc, vous avez expérimenté l'effet douche. Il y a des scientifiques qui ont travaillé dessus. Donc c'est des scientifiques de l'université de Virginie qui ont défini cet effet douche. Et en fait, l'effet douche, c'est une activité, enfin la douche est une activité qui est moyennement exigeante. Donc en fait, votre cerveau, il est sur une tâche qu'il connaît. Et donc, ça lui permet de faire de la créativité. Et c'est là qu'en général, le bug que vous n'arriverez pas à résoudre ce matin, bah, vous arrivez à le résoudre. Après, donc, c'est un équilibre entre ennui et concentration. Donc là, si vous pouvez écouter ces moments d'effet douche, ça peut vraiment être bénéfique pour vous parce que c'est là où votre esprit fait le meilleur moment de créativité, en fait. J'en ai discuté autour de moi et il y en a plein qui ne connaissaient pas cet effet sous la douche. Par contre, on m'a parlé des promenades dans la forêt. Donc n'hésitez pas à aller vous promener dans la forêt. Ou alors le jardinage encore. Voilà. Moi, le point commun que je vois entre ces 3 effets douche, c'est qu'il n'y a pas d'écran en fait. On a abandonné son smartphone, on n'écoute plus ses notifications. Donc essayez de trouver un moment où vous êtes déconnecté en fait, de tous ces écrans et de ces applications. Ensuite, j'aimerais vous parler de frontières. Donc depuis le début, je vous embête avec casquette pro, casquette perso, mais en fait, les casquettes, on ne les cumule pas. On n'en prend qu'une à la fois. Sauf dans le cas du Covid, où là, c'était l'arnaque. Donc, il faut savoir se reconcentrer sur soi.
pour ma part, donc comme je prends les transports en commun, il y a un moment où quand je rentre chez moi, bah, je me déconnecte progressivement, et là j'ai plus ma casquette pro, et j'arrive à prendre progressivement ma casquette perso. Et en fait, ces temps de transport en commun, c'est des moments que je trouve essentiels, parce que quand je suis en télétravail, bah, je suis à mon ordinateur ou pas, et puis je récupère direct les enfants. Donc là, il n'y a pas de transition. La frontière, il n'y a pas de mémoire tampon où on pourrait dire je porte pas de casquette, tranquille, je me repose. Donc ça, il faut bien faire attention à ne pas superposer les casquettes. Par exemple, si vous avez des enfants malades, il ne faut pas se dire je vais télétravailler avec mes enfants malades. Non, vous ne pouvez pas cumuler les deux casquettes. Il y a des congés enfants malades, c'est fait pour ça. C'est fait pour que vous puissiez rester auprès de votre enfant. Et alors à ce moment-là, vous abandonnez le boulot. Ils vont très bien s'en sortir sans vous. Et il faut prendre la casquette perso. Bon, dernière question. Qui est-ce qui a démarré un side project et qui ne l'a jamais fini? Alors en fait, moi, j'avais plein d'idées de side project. J'ai commencé des side projects, mais je me suis rendu compte en fait que mes side projects, ils n'avaient pas d'aspiration personnelle. J'avais pas un besoin personnel de faire ce développement. Et donc c'est peut-être aussi pour vous le cas. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis reposé la question pourquoi je veux faire ça? Quel est le but? Et en fait, la plupart du temps, c'était tester un nouvel outil, apprendre un nouveau langage. Et donc, en fait, ça avait plus sa place dans mon monde professionnel que dans mon monde personnel. Et là, l'effort que j'ai fait, c'était de pouvoir utiliser ces idées de side project dans mon poste professionnel, en fait. Donc, il y a des choses qu'on fait à la maison, mais ça n'a peut-être pas la place de le faire à la maison. Et il faut se dire pourquoi je ne le ferai pas dans le cadre professionnel. Donc voilà, maintenant on va parler d'équilibre et j'aimerais bien vous présenter quelques notions. Alors avant, c'est l'équilibre, on l'a vu à travers ma présentation, c'est pas un 50-50. Je fais pas moitié de mon temps au boulot, moitié de mon temps à la maison. Non. Quand je faisais quasiment 75% de mon temps au travail, j'étais contente dans ma vie, je sentais cet équilibre aussi, même si je passais beaucoup de temps au travail. En fait, la solution, ce qu'il faut voir, c'est que vos deux vies, elles doivent s'accorder. Elles doivent fonctionner ensemble, en fait. Et je voudrais citer Brian Dyson, qui est un ancien PDG de Coca-Cola, qui dit qu'en fait, que l'équilibre entre vie pro et perso, c'est comme si on apprenait à jongler avec 5 balles. Il y en a une qui représente le travail, une autre qui représente les amis, une la famille, une la santé et une l'esprit. Et donc le but, c'est de jongler avec ces 5 balles. On va vite se rendre compte que quand on jongle et que la balle du travail, elle tombe, ben en fait, cette balle, elle est en caoutchouc et elle rebondit vite. Autrement dit, votre travail, ça ira toujours, même si vous n'êtes pas là. Par contre, si vous jonglez et que c'est une autre des 4 balles qui tombe, les 4 balles, elles sont fragiles. Elles sont faites en verre. Et le fait de chuter, elles peuvent s'abîmer, se fissurer, voire se casser. Et quand vous voulez recommencer à jongler, reprendre un rythme de vie, et ben vous n'avez plus les mêmes balles. Et on ne peut plus revenir en arrière. Donc en fait, il faut accorder du temps à son travail, mais il ne faut pas oublier tout le reste, tout ce qu'il y a à côté. Ça aussi, c'est essentiel dans la vie. Ensuite, je voudrais citer Sandra Philodo, qui est la créatrice du podcast Les Équilibristes, qui compare en fait l'équilibre à un perpétuel mouvement. Quand on pense à une figure d'équilibre, on imagine une danseuse ou un danseur statique. Mais en fait, cette image statique, c'est une illusion. Parce que le corps de cette personne, elle réalise des micro-mouvements. Tous les muscles sont en mouvement pour justement vous donner l'illusion de l'équilibre. Et donc, l'équilibre, en fait, c'est pas un état où on s'arrête, c'est un état où on continue de bouger, mais les deux vie pro-perso s'accordent toujours. Donc je vais vous donner quelques pistes pour trouver votre équilibre. La première chose, c'est arrêter de se comparer aux autres. C'est très bien d'avoir des modèles dans la vie, de dire bah, j'aimerais bien faire comme cette personne ou comme celle-ci, mais par contre, on est tous différents.
On a tous des vies différentes et ça sert à rien d'être le copier-coller de quelqu'un. Il faut vivre votre vie. Ensuite, il faut vous concentrer sur votre bonheur. Il faut vous dire, qu'est-ce qui fait que le matin j'ai envie de me lever et que j'ai envie de continuer à vivre? C'est ça qui vous fait avancer. Et une fois que vous aurez répondu à cette question, que vous aurez trouvé ce qui vous fait plaisir, en fait, vous pourrez réfléchir à vos aspirations professionnelles. Et pas l'inverse. C'est pas parce que vous avez un métier qu'il faut faire des concessions. Il faut d'abord penser à son propre bonheur. Et ensuite, ça va vous amener à faire des choix. Et il faudra assumer ces choix. C'est possible que ces choix, après coup, vous vous rendez compte que ça soit un mauvais choix, mais ça vous aura appris quelque chose. Et il ne faut pas les laisser tomber. Il faut aller jusqu'au bout. Ensuite, il faut arrêter de culpabiliser. C'est pas parce que vous codez moins que votre collègue, vous commettez moins de lignes de code, que vous faites un mauvais travail. Vous êtes différent. C'est pas grave non plus si vous n'êtes pas le père ou la mère parfaite, que vous n'apportez pas des gâteaux tous les jours à l'école pour toute la classe. Ça, il faut passer au-dessus. Vos enfants, ils vous aiment et ils vous aimeront. Et ensuite, il ne faut pas hésiter à accepter l'aide extérieure. C'est-à-dire que dans le monde professionnel, si vous avez trop de responsabilités, à un moment, il faut dire non. Et il faut déléguer. Et aussi dans le monde, dans la vie personnelle, normalement à la maison, vous êtes 2. Et donc, il faut partager les tâches. Il ne faut pas du tout hésiter. On ne gère pas une famille seule. Voilà. C'est la fin de ma présentation. Et si vous avez des questions, je ferai un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions? Ah. C'est toujours la première qui est un peu difficile. Merci pour votre intervention. On écoute souvent le conseil que vous avez donné de cloisonnement. On enfile une casquette ou l'autre. Et je me demandais, est-ce que ça serait vraiment grave d'avoir les 2 casquettes tout le temps? Ça peut amener à des cas extrêmes. Par exemple, si vous travaillez à la maison et qu'il y a vos enfants, je suppose que vous êtes dans le cadre avec des enfants. Oui, j'ai 2. D'accord. Et du coup, en fait, pour être tranquille et avancer sur vos tâches professionnelles, vous allez les mettre devant la télé. Parce que vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de soucis. C'est un peu l'extrême quand même. Ou alors, ça peut être la télé, mais ça peut être un livre aussi. Un non, livre, mais c'est mieux. ce qui compte pour les enfants, c'est, je pense, c'est aussi le temps de qualité qu'on va leur donner. Peut-être que est-ce que c'est pas mieux de leur donner 1 heure, mais pour eux, que 3 heures à être là et faire à manger, faire le ménage et pas les écouter. C'est sûr qu'il faut le temps que vous accordez à vos enfants, faut y être à 100%. Ça, c'est sûr. Et du coup, il faut avoir la casquette personnelle à 100%. Après, rien n'empêche, je ne sais pas quel âge ont vos enfants, de partager et de passer par l'apprentissage des tâches ménagères. Par exemple, on va tous cuisiner, on va tous faire le ménage. Moi, mes enfants, ils sont assez jeunes et ils trouvent ça fun. Prendre le balai, tout ça, c'est... Moi, ils sont ados, ils trouvent ça un peu moins fun, mais, mais je suis d'accord avec vous. J'ai raté un truc. Bonjour, du coup, je voulais savoir, parce que du coup, tout à l'heure, vous disiez que c'était plus compliqué pour vous pendant la période du Covid, justement, parce que vous étiez tout le temps en télétravail et que peut-être les limites, les frontières étaient floues et qu'en sortie de Covid, c'était peut-être plus simple de retrouver cet équilibre-là par les temps de transport et tout. Pour, par contre, les personnes qui sont tout le temps en 100% télétravail, est-ce qu'il y a des astuces quand même pour, même si on n'a pas ces zones tampons-là, qui sont les transports ou quelque chose comme ça, quand on est à 100% télétravail, est-ce qu'il y a quand même des astuces pour déconnecter facilement? On va dire ça comme ça. Moi, mes astuces pour déconnecter sur mes jours de télétravail, c'est de me réserver des créneaux où je vais courir. Ou alors des créneaux où je suis en dehors de la maison. Vous pouvez aussi faire une balade en vélo, ça marche aussi. C'est vraiment... moi, je me reconcentre sur moi-même grâce au sport. Et je conçois que ça peut ne pas être tout le monde.
Mais en tout cas, faut trouver des astuces en fait où on est loin de son PC de télétravail, on est loin de son téléphone et on n'est pas encore avec ses enfants. Bonjour et merci. Moi j'ai un petit problème en fait, c'est que je fais un métier passion. Vous avez une passion, c'est le cirque. Moi ma passion ça reste l'informatique depuis que je sais à peu près taper sur un clavier. Et là, la frontière on la fait comment? Alors c'est à vous de vous bloquer des créneaux dans votre agenda en fait. Vous vous dites ok, ce soir je travaille je fais ma passion, je fais une session de code. Par contre, demain, c'est pas une soirée passion, je vais passer du temps avec mes enfants, tout ça. Il faut être un peu strict. Il ne faut pas se dire je m'écoute. Il faut vraiment être strict sur des choses comme ça. Comme ça, au moment où vous dites je fais ma passion, vous y allez à fond. Un peu comme tout le monde, merci pour cette conférence. Moi j'ai une question parce que je suis très jeune et j'ai un petit problème d'autodiscipline en fait. Donc comment, avec le fait de pouvoir gérer un agenda, j'ai pas d'enfant, je vous rassure, mais par contre, à gérer temps perso, temps pro, ou même juste les passions, les side projects, etc. J'ai une autodiscipline qui est assez bancale. Et comment vous avez fait pour garder cette autodiscipline? En fait, il faut, comme pour la question précédente, il faut vous mettre dans votre agenda, vous mettez des créneaux où vous vous forcez à respecter le thème de ce créneau en fait. C'est vraiment ce qui peut sauver. Ou alors si vous vous dites aujourd'hui j'ai envie de faire ce que je veux, ok, et vous vous autorisez 1 heure à faire ce que vous voulez et après vous reprenez votre fil en fait. Ok. Bon. Ouais. Merci quand même. Elle m'a répondu. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, question de niche, par contre, je suis très preneur d'une conf sur l'organisation d'un marathon avec un Trello. Mais ça, du coup, ça ne va pas concerner grand monde. Mais moi, je suis preneur. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous.